Merci beaucoup. Alors moi, je continue avec le plaisir d'inviter Janvier Chamberlain-Sétou, qui est épidémiologue à Lausanne, à Unisanté, et qui est une spécialiste de l'épigénétique et du risque cardiovasculaire. Merci beaucoup, Janvier, pour ta présentation. Merci. Vous m'entendez bien? Ok. Ah, c'est mieux? Comme ça? Ok. Bonjour, je m'appelle Janvier et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter sur la thématique de l'épigénétique et le risque cardiovasculaire, de la biologie à la prédiction clinique. Je vais sauter un... Oh, ok. Dans cette discussion, je vais aborder ces trois thématiques, l'épigénétique et les signatures épigénétiques, le potentiel de l'épigénétique dans les études cohortes et dans la clinique, et puis je vais vous présenter nos résultats préliminaires de nos recherches. Je vais sauter cette diapo parce que je sais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'épigénétique, si on pense que l'ADN est notre manuel d'utilisation pour comment créer notre corps, les modifications épigénétiques sont comme les commentaires pour souligner les endroits où il faut lire attentivement ou peut-être les endroits qui sont moins importants. Et elles se produisent en réponse à des changements liés à l'environnement et aux facteurs liés au style de vie qui peuvent ensuite affecter l'expression de nos gènes. Et la plupart sont réversibles. Et juste pour vous donner un exemple, on a la chenille qui a le même ADN que la butterfly. Et c'est l'épigénétique qui va influencer l'expression. Il y a plusieurs types de modifications épigénétiques. Il y a la modification des histones, le silençage associé à la ARN et puis la méthylation de l'ADN. Pour cette présentation, je vais rester sur la méthylation de l'ADN parce que c'est le plus ou moins répandu et aussi c'est ce qu'on utilise pour nos recherches. Donc pour l'expliquer brièvement, la méthylation de l'ADN, c'est un processus biologique où un groupe méthyle s'attache à une base cytosine. Et c'est ce site cytosine où il y a la méthylation, on appelle un site CPG. Et puis la méthylation de l'ADN peut être, comme j'ai expliqué avant, ça peut être modifié en réponse à l'environnement ou des expositions comme le stress, la pollution, la consommation de tabac, par exemple. Et alors, c'est possible d'identifier les modifications épigénétiques à des positions spécifiques en réponse ou en lien avec une trait ou exposition. Ensuite, on peut prendre cette information et le résumer sous forme d'une signature épigénétique. Donc, pour créer une signature épigénétique, très brièvement, la première étape, c'est d'identifier les CPG qui nous intéressent en lien avec notre trait d'entrée. Après, la deuxième étape, c'est la modélisation statistique, où on fait une régression entre le trait d'entrée et le niveau de méthylation pour chaque CPG. Et puis, la troisième étape, c'est la construction de la signature, où c'est une somme pondérée des niveaux de méthylation sélectionnés pour créer une seule variable qui va représenter notre trait d'entrée de début. En prenant l'exemple du tabac ou de la consommation du tabac, voici les résultats d'une signature épigénétique. Et c'est une signature épigénétique de la consommation du tabac. Et ici, on voit la corrélation avec la consommation autodictée par des personnes dans plusieurs cohortes différentes. Donc, ici, on voit que les personnes non-fumeurs ont une signature plus bas que les personnes qui fument. Ici, à droite, trois autres exemples des signatures épigénétiques en lien avec les valeurs autodictées. Ces figures représentent les valeurs moyennes aux âges chronologiques différents. Et donc, nous voyons à quel point les signatures épigénétiques suivent le même courbe que les valeurs autodictées. Le figure A, c'est de nouveau la consommation de tabac, c'est le average packs per day, pardon. Et puis le figure B, c'est la moyenne de la consommation des légumes, et puis le figure C, c'est pour l'activité physique. Et donc, d'un point de vue épidémiologique,
les signatures épigénétiques peuvent être intéressantes pour éviter le biais de déclaration, mais aussi enrichir les données d'études dans les cas où nous n'avons pas mesuré des biomarqueurs cliniques ou des expositions d'entrée. Et puis, un dernier exemple sur la charge allostatique, qui est une mesure de stress chronique qui comprend plusieurs biomarqueurs cliniques qui ne sont pas toujours mesurés, surtout comme le cortisol. Et c'est une mesure qui est souvent associée avec les maladies cardiovasculaires. En bas à gauche, c'est la corrélation entre la signature épigénétique et le score de la charge allostatique. Et là, on voit qu'il y a une belle corrélation de jusqu'à 0,6. Et puis à droite, c'est les résultats d'une analyse logistique entre la signature épigénétique et les antécédents des maladies cardiovasculaires, et aussi la même chose pour le phénotype de la charge allostatique. Et ce qu'on voit, c'est qu'après l'ajustement, la signature reste associée avec les antécédents de maladies cardiovasculaires, ainsi que le score phénotypique n'est plus associé. Et puis, d'un point de vue clinique, les signatures épigénétiques peuvent servir d'estimer différents traits à partir des analyses d'un seul échantillon d'ADN, comme ce que je viens de montrer. Ils peuvent quantifier des changements à la suite d'un traitement, identifier ceux précédant la manifestation d'une maladie, permettent d'éviter les biais d'information ou de classement, ce que j'ai mentionné aussi avant, et puis potentiellement améliorer la prédiction clinique. Et donc pour ceci, je vais vous donner quelques exemples. Ici, les résultats d'une étude de validation où ils ont montré que l'analyse des données de méthylation a permis d'améliorer la prédiction de cas d'infarctus du myocarde par rapport au seul prédicteur de risque traditionnel. Donc ici en bas, les deux figures, c'est les courbes de Rock. Et focalisant sur les femmes, ici c'est la courbe de prédiction quand on n'utilise que les facteurs de risque traditionnels et puis qu'on ajoute l'information méthylation. Et ces auteurs, ils ont montré que chez les hommes, il y avait une amélioration de 47% et puis pour les femmes, c'est une amélioration de 23%. Et puis un dernier exemple pour l'utilité clinique, il a récemment été montré qu'il est possible de modifier la méthylation des gènes précis dans le but de diminuer les niveaux de LDL cholestérol. C'est une preuve de concept pour les traitements épigénétiques. Et comparé à la modification génétique, la modification de la méthylation constitue une alternative potentiellement plus sûre. Donc, arrivons aux dernières parties de cette présentation. J'aimerais vous présenter quelques résultats préliminaires de nos études actuelles. En fait, notre projet actuel, c'est InnoSuisse. C'est un projet financé par InnoSuisse qui fait un lien entre l'académique et non-académique, dont on travaille étroitement avec une start-up suisse, Genomi. Et pour ce projet, on utilise 5 cohortes différentes et on a créé une signature épigénétique qui s'appelle EpiHeart. Et puis, on a 2 autres projets, StatRisk et Libio. J'ai mis que ça allait être détaillé par professeur Nanchin, mais en fait, il n'a pas parlé, mais en fait, c'est le suite de Catch, de l'étude Catch. Et il y a aussi les données épigénétiques pour cette étude. Et donc, en introduction un peu bref sur les 3 études, les 3 cohortes qu'on utilise qui sont basées en Suisse. Le premier, c'est le cohorte SKIPOG, c'est le Swiss Kidney Project on Genes and Hypertension. Et pour ce cohorte, c'est les personnes âgées de 18 ans et plus. Et il y a environ 1000 personnes qui ont des données épigénétiques. Le deuxième cohorte qu'on utilise, c'est le cohorte Colaus. C'est basé à Lausanne avec les personnes âgées de 35 à 75 ans. Et puis, il y a presque 7000 personnes dans cette cohorte. Par contre, en ce moment, actuellement, il n'y a pas de données épigénétiques. Et puis le troisième, c'est la cohorte SPUM-ACS, les personnes âgées de 18 ans et plus, avec environ 4500 personnes et actuellement pas des données épigénétiques non plus.
Donc revenons à l'étude SCIPOG. SCIPOG, c'est une étude épidémiologique multicentrique observationnelle et c'est une étude avec plus que 1500 variables différentes, les variables cliniques, les variables sur la nutrition, socio-démographique, etc. Et il y a 2 suivis pour cette cohorte. Et dans le deuxième suivi, on a les données épigénétiques qui ont été collectionnées ou analysées. Et donc, nous avons utilisé ces données pour faire les EWAS, les Epigenome Wide Association Studies, pour identifier les CPG d'entrée en lien avec 3 scores différents de risque cardiovasculaire. Le Framingham Risk Score, le FRS, le Mesa Risk Score et puis le score 2. Nous avons fait ces analyses et comme avec ces analyses EWAS, on a créé une liste de CPG candidats pour créer notre signature EpiHeart. Il y avait 145 CPG qui ont été identifiés avec ces EWAS avec un niveau de signification de niveau Bonferroni. Et puis, nous avons utilisé l'Elastic Net Regression pour ces 145 CPG pour identifier les CPG qui sont le plus importants en lien avec un score de risque. Pour cette présentation, je vais vous montrer les résultats avec le score de risque de Framingham. Et donc, on a diminué le 145 CPG à 32 CPG dans la signature finale. Et parmi ces CPG, il y avait un CPG qui est associé avec le gène ABCJ1, qui a un lien avec l'élimination de cholestérol. Il y a aussi un CPG en lien avec le JAK3 gène, qui a un lien avec l'inflammation, et puis aussi un gène en lien avec le vieillissement. Et donc, pour valider cette signature, nous allons utiliser les données de Coalhouse. Et on a commencé avec une étude pilote où on a pris 50 personnes. C'est un échantillon aléatoire des cas et témoins. Et ce qu'on a vu, c'est que la signature EpiHeart corrèle bien avec le score Framingham. Ça, c'est le figure en haut à droite. Et puis en bas à droite, on voit la différence de la signature épigénétique entre les cas et les témoins. Et il y a une suggestion d'une différence qui est évidente. Et puis, le dernier pilote, c'est avec SPUM, c'est le SPUM ACS. Cette cohorte, c'est un peu différent que Coalhouse parce que c'est que les personnes, ça comprend les personnes qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire. Et pour cette étude pilote, ici, c'est les résultats pour que 32 personnes, mais en fait, on a fait aussi 50 personnes, c'est juste, j'attends toujours les données. C'est de nouveau un échantillon aléatoire, et de nouveau, on voit qu'il y a une différence entre les cas et témoins en termes de niveau de la signature épigénétique. Et puis les derniers résultats préliminaires qui sont peut-être les plus intéressants que j'aimerais partager avec vous, c'est avec les données d'une étude populationnelle écossaise des personnes âgées de 18 ans à 99 ans. Pour la définition des cas, c'est les cas antécédents qui sont compris dans ces résultats. Et pour la définition des cas, on a eu besoin d'utiliser les Electronic Health Records. Donc, c'est avec les ICD codes. En haut à droite, c'est la figure qui montre la corrélation entre la signature EpiHeart et la Framingham Risk Score. De nouveau, il y a une bonne corrélation. Et puis, en bas à droite, c'est les résultats de 2 modèles différents pour la prédiction d'un événement cardiovasculaire, un événement antécédent cardiovasculaire. Et ce qu'on voit dans ces résultats, ces courbes ROC, c'est qu'il n'y a pas une différence entre si on utilise le score Framingham versus si on utilise le signature EpiHeart. Il y a même une légère amélioration en termes de net reclassification. Et puis l'étude statrice, pour l'expliquer brièvement, c'est une étude où on veut valider
des proxys épigénétiques ou les signatures épigénétiques de diabète, notamment le hémoglobine A1C et puis aussi Metabolic Syndrome Severity. Et puis, on aimerait voir s'il y a des changements au niveau signature quand les gens commencent à prendre une statine. Et si on voit une différence avec la signature épigénétique qui est moins évident si on utilise les biomarqueurs cliniques. Donc, en conclusion, l'utilisation de l'information épigénétique pour soutenir la prévention et la modification de comportements à risque est novateur. La manipulation de l'ADN pourrait servir de marqueur périphérique des maladies cardiovasculaires. Des avantages, c'est qu'ils peuvent aussi servir des substituts à des valeurs cliniques non mesurées, surtout d'un point de vue épidémiologique pour les cohortes. Et puis, ils peuvent fournir les informations au niveau moléculaire qui peut donner un aperçu des processus physiologiques impliqués. Côté inconvénient, actuellement, les tests épigénétiques sont chers, mais avec un seul test, nous pouvons mesurer des nombreux paramètres qui vont sûrement augmenter. Ici, je vous ai montré juste quelques signatures épigénétiques, mais on a d'autres. Et puis, d'un point de vue recherche, les données épigénétiques sont volumineuses, ce qui nécessite des capacités de calcul et de stockage avancées. Mais en revanche, les signatures épigénétiques pourraient être intégrées facilement en clinique parce que c'est une seule mesure, comme une seule mesure, un seul biomarqueur clinique aussi. Donc, merci beaucoup pour votre attention et merci aussi pour le soutien. Merci beaucoup. La salle est ouverte pour les questions. Alors moi, peut-être, je me permets de commencer. Ouais, alors peut-être une question dans la salle. Une question très basique, mais en fait, comment c'est mesuré exactement cette épigénétique? Comment on sait si un gène il a une fonction qui a augmenté ou réprimée? Ça, c'est avec la méthylation. Je pas Oui, d'accord, mais la question, elle est comment on sait si le gène, une fois qu'il est méthylé, il a une augmentation de la fonction, une diminution de la fonction? Il y a un moyen de savoir ou pas du tout? En général, si c'est méthylé, il y a une supprimation. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une règle générale. Tu parlais du coût élevé quand même. C'est vrai que sur une application clinique, il faut qu'on ait une idée. C'est quoi à peu près le coût, allez, pour dire quelle est votre EpiHeart signature de faire un problème cardiovasculaire dans le futur? Quel coût il faudrait que le patient puisse payer maintenant? En fait, le coût élevé, c'est moins élevé si on part d'une seule signature, parce que normalement, on va faire la méthylation de l'ADN sur une plateforme où on va mesurer, en ce moment, c'est plus que 860 000 endroits, sites CPG, mais nous, on a besoin de que 32 sites CPG pour la signature EpiHeart, donc ça peut être beaucoup moins cher. Mais en ce moment, si on voulait faire tous les CPG qui sont disponibles, c'est environ 360. Donc, ce n'est pas aussi élevé que ça non plus. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup.